Bon, donc je suis ravi de vous présenter David Bicard. David travaille à l'Institut Pasteur, il dirige une unité de recherche, mais il est aussi responsable d'une start-up qui s'appelle Eligo Science, et vous expliquera la raison de ce terme, qui, encore une fois, est fondé sur ses travaux de recherche sur le système CRISPR-Cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est le parcours scientifique de David, qui est encore très jeune, comme vous pouvez le voir, mais la valeur n'attend pas le nombre des années. David a fait sa thèse justement chez Didier Mazel, dont je vous ai parlé rapidement à propos des intégrons. Et puis ensuite, il est parti en postdoc chez Luciano Marafini au Rockefeller, à New York, où il a commencé justement à se familiariser et à travailler. Il a eu des publications de très très haut niveau sur la dissection du système CRISPR-Cas et déjà des applications possibles dans l'éditing. On dit editing en français. L'édition des génomes, l'éducation des génomes. Voilà. Et puis, on est arrivé en 2000, ça fait quoi ça, 2011 Ouais, en 2011, où, avec ma collègue Pascal Cossard, on a obtenu ce gros financement pour faire un laboratoire d'excellence à l'Institut Pasteur sur, on appelait ça biologie intégrative des maladies émergentes, je vous en ai déjà parlé. Mais une fois qu'on a eu l'argent, il fallait le dépenser, et on s'est dit, peut-être plutôt que de le distribuer à tout le monde comme ça, on va essayer de recruter des jeunes de très très haut niveau et vraiment de construire quelque chose qui tourne autour de l'innovation dans le domaine de la prise en charge des maladies infectieuses émergentes, puisque c'était le thème dans lequel on a bien entendu associé la notion d'antibiorésistance. Et donc, on n'a pas eu trop de mal à trouver une cible potentielle. C'était plus facile que pour la résistance aux antibiotiques. Et on a fait une proposition à David qu'il n'a pas pu refuser. Et il est donc rentré à l'Institut Pasteur. Et on est ravis de l'y avoir. Et vous allez voir qu'on avait effectivement fait le bon choix. Voilà. Merci, David. Merci beaucoup pour la très gentille introduction. Donc, je vais prendre donc la suite de Philippe sur ces questions de résistance aux antibiotiques et vous présenter une approche parmi d'autres qu'on est en train d'explorer. Comme l'a dit Philippe aussi, je ne pense pas qu'on va remplacer les antibiotiques, ce n'est pas le but, ça ne sera pas une alternative aux antibiotiques qui ont, comme Philippe l'a rappelé, des propriétés assez extraordinaires de diffusion, d'efficacité pour traiter des maladies de manière extrêmement rapide et sauver un très grand nombre de vies malgré leur très faible coût. Mais on espère trouver quand même, pour certaines pathologies, des manières de combattre des infections résistantes et des manières de s'attaquer en fait directement aussi à la résistance elle-même pour être capable d'éventuellement de resensibiliser des bactéries aux antibiotiques et de faire durer les antibiotiques plus longtemps également. Il y a aussi une question qui est assez importante que Philippe n'a pas abordée, qui est une des conséquences délétères de l'utilisation massive des antibiotiques. Donc Philippe a beaucoup parlé de la résistance aux antibiotiques, mais il y a un autre problème lié à l'utilisation des antibiotiques, qui est que c'est un petit peu des armes de destruction massive pour les bactéries qui nous habitent, ce qu'on appelle le microbiome, et donc on prend de plus en plus l'importance pour notre santé, pour notre nutrition, mais aussi comme barrière contre les infections. Et aussi, il y a de plus en plus d'interactions décrites avec le système immunitaire. Et il semblerait que notre microbiome et le bon équilibre de notre microbiome jouent un rôle important. Et des déséquilibres ont été impliqués dans tout un nombre de maladies, dont l'obésité, dont un nombre de maladies auto-immunes, allant jusqu'à des maladies psychiatriques telles l'autisme. Il est maintenant aussi clairement établi que les antibiotiques sauvent des vies et tuent les mauvaises bactéries, mais en ce faisant, peuvent aussi avoir des effets collatéraux sur notre microbiome et le perturber de manière parfois durable. Donc la plupart du temps, en quelques mois, on retrouve un microbiome en bon équilibre et sain, mais on s'aperçoit que dans de très nombreux cas, certaines espèces de bactéries n'arrivent pas à revenir et dans certains cas, on fait des perturbations qui peuvent durer sur plusieurs années.
Et ces perturbations des liens peuvent être établis avec des maladies comme l'asthme, comme des diabètes de type 1, du psoriasis, et la liste est de plus en plus longue au fur et à mesure que les chercheurs s'intéressent à ce domaine. D'où en fait un intérêt croissant pour avoir des antibiotiques qui sont de plus en plus spécifiques et qui vont éliminer uniquement les bactéries responsables de l'infection sans toucher au reste du microbiome. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en parallèle, on a de plus en plus d'informations sur ces bactéries pathogènes, en particulier grâce au progrès vertigineux qu'a fait le séquençage au cours des dernières années. Je vous ai mis une image ici d'un de ces séquenceurs qu'on retrouve maintenant dans les laboratoires partout dans le monde et qui sont capables, en quelques heures, de séquencer plusieurs centaines de génomes bactériens. Ça fait que sur des bases de données, dont on va dire la plus connue, qui est maintenue par le NCBI aux États-Unis, on a plus de 200 000 génomes bactériens. Et maintenant, les centres de référence qui font le suivi épidémiologique des infections dans les pays développés se mettent à séquencer de manière systématique toutes les nouvelles souches isolées. C'est-à-dire qu'un hôpital, n'importe où en France, va repérer une souche résistante à un antibiotique, potentiellement dangereuse. Elle va être envoyée au Centre national de référence. L'Institut Pasteur en a un certain nombre. Il y en a d'autres dans différents hôpitaux en France. Et maintenant, quasi systématiquement, ces bactéries vont être séquencées, ce qui permet d'analyser leur génome, de regarder quelle a été leur évolution, quels sont les gènes qu'elles portent, et d'identifier notamment des facteurs de résistance aux antibiotiques, que ce soit des mutations ponctuelles, comme Philippe en a parlé, ou des gènes de résistance qui ont pu être acquis par transferts horizontaux de gènes. Et donc, cette connaissance qui est maintenant assez profonde des génomes bactériens nous permet de connaître ces gènes de résistance, de connaître les mutations responsables de la résistance, et si on les connaît, potentiellement d'aller les cibler directement. Mais est-ce que c'est possible d'aller directement combattre les gènes eux-mêmes de résistance aux antibiotiques? Pour ce faire, il faut imaginer avoir une machine qui est capable d'aller lire l'ADN et de repérer ces séquences pour aller les détruire. Et c'est en fait la possibilité qui nous est maintenant offerte par ces systèmes qu'on appelle CRISPR-Cas et qui contiennent une sorte de ciseaux à ADN reprogrammables et dont je vais vous parler plus en détail maintenant. Je vais faire un petit rappel historique en fait, de ce domaine des CRISPR parce que c'est un domaine que j'affectionne particulièrement parce que c'est mon domaine mais que je trouve assez passionnant. Ces systèmes CRISPR, en fait, ils existent dans les génomes des bactéries et également dans les génomes des archées, des autres êtres unicellulaires. Et ils ont été observés, en fait, il y a déjà assez longtemps, dans les années 80, lorsqu'on s'est mis à séquencer de manière plus en plus automatisée les génomes de bactéries. La première observation a été faite par une équipe de Japonais dans le chromosome de la bactérie Escherichia coli, où ils ont observé ces séquences répétées, vous voyez soulignées ici, qui étaient régulièrement interspacées par ces régions variables. À l'époque, ils n'avaient absolument aucune idée de ce que c'était, ils ont simplement fait cette observation de séquences répétées assez étranges. Et en fait, on a mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était ces systèmes CRISPR. Dans les années qui ont suivi, on a séquencé de plus en plus de génomes bactériens et diverses équipes un peu partout dans le monde ont refait cette observation de séquences répétées dans les génomes des bactéries sans non plus savoir ce que c'était. Et vu que c'était des observations qui ont été faites par des bioinformaticiens de manière indépendante à droite à gauche, ça a été donné tout un tas de noms, des DVR, TREP, LTRR, etc. En fait, on a attendu 2002 pour avoir ce mot CRISPR apparaître dans la littérature, qui signifie
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. En fait, c'est vraiment simplement un acronyme de bioinformaticien qui décrit la structure de ces séquences, donc qui sont des clusters, des agglomérats de répétitions palindromiques. Donc il y a des petits palindromes à l'intérieur de ces répétitions qui sont aussi régulièrement interspacés. Dans ce papier en 2002, de manière intéressante, les chercheurs ont aussi décrit la présence de ces gènes Cas. Cas, ça veut simplement dire CRISPR Associated. Donc, c'est des gènes qui étaient fréquemment retrouvés juste à côté de ces séquences répétées. Et au sein de ces gènes, ils ont commencé à identifier des fonctions d'attachement à l'ADN, des fonctions de nucléase, c'est-à-dire pour faire des cassures notamment dans l'ADN, mais toujours sans vraiment comprendre quel pouvait être le rôle de ces loci étranges dans les génomes. Et en fait, on a dû attendre 2005 pour avoir, on a eu 3 papiers, toujours 3 papiers de bioinformatique, mais qui ont tous les 3 émis la bonne hypothèse que ces séquences en fait, servaient vraisemblablement aux bactéries à se défendre contre les virus qui les attaquent, qu'on appelle les bactériophages, et dont Philippe a également parlé comme alternative aux antibiotiques. Et la raison qui leur a permis d'identifier cette possible fonction, c'est qu'en analysant non pas les répétitions dans les génomes, mais ces séquences variables entre les répétitions, ils se sont aperçus que ces séquences variables avaient pour origine, de manière assez fréquente, des bactériophages. Donc l'hypothèse était que ces CRISPR capturaient des morceaux d'ADN de bactériophages et s'en servaient ensuite pour les reconnaître et les combattre. Cette hypothèse a été vérifiée 2 ans plus tard par ce papier qui a vraiment un peu lancé le domaine, qui est un papier qui a aussi une histoire assez originale et intéressante parce que c'est un papier dont l'origine n'est pas du milieu académique, mais d'une industrie, et qui est une industrie de production de ferments lactiques. C'est une industrie où on fait des cultures de milliers de litres de lait pour faire du yaourt, pour faire du fromage. Donc on ensemence des incubateurs de lait avec des bactéries. Si un bactériophage se retrouve dans l'incubateur, eh ben, ça peut complètement ruiner la production et c'est un problème extrêmement coûteux pour l'industrie laitière. Donc c'est une industrie où ils recherchent en permanence de nouveaux ferments, de nouvelles bactéries qui sont résistantes aux bactériophages. Et notamment les chercheurs que vous voyez ici, Philippe Horvat et Rodolphe Baranglou, dans une compagnie qui s'appelle Danisco, qui a été depuis rachetée par DuPont, s'intéressaient à identifier ces ferments résistants. Et en faisant des challenges d'une bactérie qui s'appelle Streptococcus thermophilus, dont vous avez mangé des millions si vous avez mangé un yaourt aujourd'hui, ils ont challengé ce Streptococcus avec des bactériophages et se sont aperçus qu'en ce faisant, le streptocoque était capable d'acquérir des nouveaux espaceurs entre les répétitions du système CRISPR qui provenaient du bactériophage et qu'en ce faisant, il devenait résistant aux bactériophages. Donc c'était une découverte énorme pour la microbiologie parce que c'était la démonstration que les bactéries, des êtres unicellulaires, pouvaient avoir un système immunitaire adaptatif. C'est-à-dire qu'elles sont capables de construire une mémoire d'une infection passée et ensuite d'utiliser cette mémoire pour combattre l'infection. Et auparavant, on pensait qu'il y avait uniquement des êtres multicellulaires plus complexes capables de faire ce genre de choses. Donc, pour vous résumer un peu le fonctionnement de ces systèmes CRISPR, ils fonctionnent en 2 étapes, une étape d'immunisation et une étape d'immunité. Pendant l'étape d'immunisation, lorsque la bactérie va être infectée par le bactériophage, elle va être capable de capturer un petit morceau d'ADN du bactériophage et de l'intégrer dans le locus CRISPR entre 2 répétitions pour construire cette mémoire immunitaire. Et elle va être ensuite capable d'utiliser cette mémoire dans l'étape d'immunité. Et pour ce faire, en fait, elle produit des petits ARN à partir du locus CRISPR, donc qui portent la séquence indésirable. Et ces petits ARN en fait, forment un complexe avec des protéines Cas et vont guider les protéines Cas pour aller reconnaître et détruire les séquences homologues.
Donc, il est aussi important de noter que ces systèmes CRISPR sont extrêmement divers. On les classifie maintenant principalement en 2 classes et il y a une vingtaine de types, sous-types, ensuite en allant plus dans le détail. L'essentiel des applications qui a été faite pour l'instant de ces systèmes en fait, provient de ces classes 2, type 2 et type 2A. Donc en gros, cette ligne ici. On commence maintenant à aussi explorer différents sous-types de systèmes CRISPR et j'en parlerai un tout petit peu à la fin de la présentation. Mais pour le moment, on va se concentrer sur ces systèmes-là qui ont des applications très intéressantes. Pas uniquement pour combattre la résistance aux antibiotiques. En fait, la première application était plutôt en visée de soigner des maladies génétiques en thérapie génique. Et je vais vous parler aussi un petit peu de ça et de pourquoi est-ce que ces systèmes sont intéressants pour les modifications du génome. Donc, ça, c'est pour vous montrer un peu plus dans le détail comment est-ce que ces systèmes fonctionnent. Donc, on a ce système CRISPR avec les gènes Cas. On a le locus CRISPR lui-même avec les répétitions et les séquences espaceurs. Donc, il faut produire d'abord ces petits ARN. Ça se fait en 2 étapes. D'abord, on produit un premier ARN primaire qui va ensuite être reconnu par Cas9 et aussi avec l'intermédiaire d'un autre petit ARN qu'on appelle l'ARN tracer pour Transactivating CRISPR RNA qui va s'appareiller aux répétitions. Donc, on forme ce complexe avec Cas9 et ces 2 petits ARN qui va guider Cas9 pour aller trouver une cible et aller introduire une cassure. Donc la biochimie de ces systèmes est assez fascinante. On peut noter la contribution assez importante de Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, que vous voyez ici en train de recevoir ces Breakthrough Prize aux États-Unis en compagnie de Cameron Diaz. Donc, ça motive beaucoup mes étudiants quand je leur montre que s'ils font de la bonne recherche, ils peuvent peut-être rencontrer des stars hollywoodiennes. Alors, comment est-ce que fonctionnent ces outils CRISPR-Cas et en particulier, qu'est-ce qui se passe en fait quand on va programmer cette protéine Cas9, puisqu'il suffit de changer la séquence de ce petit ARN pour lui dire de couper où on veut. Qu'est-ce qui va se passer quand on va le programmer pour couper un fragment d'ADN, potentiellement dans un génome, dans un génome d'une bactérie ou dans le génome d'une cellule humaine, pour éventuellement faire une modification génétique. Donc il peut se passer plusieurs choses en fait. La cassure qu'on va faire va pouvoir être réparée par différents mécanismes de réparation de l'ADN. On a un mécanisme de réparation par recombinaison homologue où on va pouvoir fournir, si on veut, une autre molécule d'ADN qui contient une mutation voulue, qui va par exemple corriger une mutation responsable d'une maladie génétique. Et la machinerie de la cellule va pouvoir réparer la cassure par recombinaison avec cette molécule, ce qui permet d'introduire un peu n'importe quelle mutation voulue. Il y a un autre mécanisme possible qui est que si on ne fournit pas de molécules homologues portant une correction par exemple, les cellules, notamment les cellules humaines, sont capables de réparer les cassures d'ADN par une voie qu'on appelle le NHJ, c'est une voie de jointure non homologue des fragments cassés. C'est un mécanisme efficace de réparation des cassures, mais c'est un mécanisme qui fait beaucoup d'erreurs. Mais ce qu'on peut potentiellement utiliser à notre avantage, parce que ces erreurs peuvent être utilisées pour introduire des modifications qui peuvent notamment inactiver un gène, ce qui peut être souhaitable pour guérir tout un tas de maladies génétiques. La troisième voie possible, c'est que si en fait la cassure n'est pas réparée, ça peut tuer la cellule, et c'est ce qu'on va chercher à exploiter pour notamment tuer des bactéries résistantes. Donc l'utilisation de ces CRISPR-Cas pour faire des modifications génétiques est devenue évidente vers les années 2012-2013. Et en 2013, on a eu toute une explosion de manuscrits de chercheurs partout dans le monde qui ont commencé à publier l'utilisation de ces outils pour faire des modifications chez un peu tous les organismes modèles possibles et imaginables.
Je vous ai mis une photo de Feng Zheng du Broad Institute à Boston, qui est le premier à l'avoir fait, notamment sur les cellules humaines. Et il y a tout un tas d'espoirs thérapeutiques. Il y a des essais cliniques actuellement en cours pour soigner certaines maladies génétiques de l'homme en utilisant ces outils. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais quand même le mentionner parce que c'est une application intéressante de ces systèmes. Je vous ai mis une petite vidéo ici, parce que je pense que c'est toujours intéressant de voir pour bien comprendre, qui montre un peu cette protéine Cas9 en complexe ici avec le petit ARN qui va la guider. Donc vous voyez la protéine là. C'est une représentation assez fidèle qui a été faite vraiment sur la structure déterminée de ce complexe. Et donc le petit ARN, et donc tous les deux forment ce complexe Cas9. Et la manière dont ils fonctionnent, donc le complexe va scanner l'ADN présent dans la cellule en cherchant d'abord un petit motif qu'on appelle ce motif PAM, qui fait juste en fait 2 nucléotides. Et lorsqu'il trouve ce motif PAM, il va tenter d'ouvrir la double hélice d'ADN et d'appareiller l'ARN guide. Lorsque cet appariement se fait, ça va déclencher en fait un changement dans la protéine qui va activer 2 sites catalytiques qui vont chacun faire une coupure dans un brin, et donc on arrive à une cassure double brin de l'ADN. Là, ce qui est montré, c'est ce qui se passe quand cette cassure va être réparée par cette voie dont je vous ai parlé de NHEJ, de jointure non homologue, qui va faire des erreurs, là, montrées en noir, et ça peut être utilisé pour potentiellement inactiver un gène. Donc, ce dont on s'est aperçu en fait, au cours des quelques dernières années, c'est que ces 2 voies de réparation des cassures Cas9 par combinaison homologue ou par NHEJ, c'est des voies qui sont essentiellement très efficaces chez les cellules eucaryotes, dont les cellules humaines, et ce qui explique en fait le succès de ces outils CRISPR pour faire des modifications génétiques, notamment chez l'homme. En revanche, quand on va faire une cassure avec Cas9 dans le chromosome de la bactérie, ce qui va se passer principalement, c'est qu'on va tuer la bactérie. Ça, c'est quelque chose dont on s'est aperçu assez tôt et qui est très évident si on fait une expérience toute simple où on prend un plasmide qui va porter Cas9 et qu'on va programmer ici, par exemple, pour cibler un gène de résistance à la kanamycine. Si on prend ce plasmide et qu'on essaye de l'introduire ici, c'est chez des staphylocoques dorés. On va l'introduire dans un staphylocoque doré qui n'a pas de gène de résistance à la kanamycine. Eh bien, on l'introduit de manière très efficace et on n'a aucun problème. Si en revanche, on essaye d'introduire ce plasmide avec le CRISPR qui cible le gène de résistance à la kanamycine, eh bien, là, c'est bien très difficile de l'introduire parce que en fait, ce système va tuer la bactérie dans lequel il rentre. En faisant cette expérience, on s'est dit, est-ce que si on a un moyen de faire rentrer de manière très efficace ces systèmes CRISPR dans les bactéries, potentiellement, on a sous la main une nouvelle stratégie antibiotique qui est extrêmement spécifique et spécifique de séquence qu'on peut reprogrammer pour cibler des gènes de résistance aux antibiotiques, des gènes de virulence, sans toucher au reste des bactéries, même aux autres bactéries de la même espèce qui, elles, qui ne seraient pas forcément dangereuses. Alors, aller délivrer comme ça de l'ADN de manière très efficace chez des bactéries, ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident, mais c'est quelque chose que font très bien les bactériophages. Et là, c'est juste un petit aparté sur les bactériophages qui sont absolument fascinants en tant que tels. Et il y a aussi des espoirs pour les utiliser eux-mêmes directement comme nouvelle approche thérapeutique. Il faut voir que les bactériophages, en fait, c'est les organismes les plus abondants sur Terre. On estime qu'il y en a plus de 10 puissance 30. Ça veut dire que pour chaque grain de sable qu'on trouverait sur n'importe quelle plage dans le monde, on aurait à peu près 1 trillion de bactériophages. Ils sont extrêmement divers. Là, je vous ai mis quelques jolies photos qui proviennent d'une collection de bactériophages à l'Université de Laval au Canada. Et ils jouent un rôle absolument fondamental en fait, dans l'écosystème global de la Terre, parce qu'il est estimé qu'ils vont tuer notamment, par exemple, entre 15 et 40%
de toutes les bactéries présentes dans les océans chaque jour. En fait, les bactéries se multiplient par division, et donc ça va très très vite. Elles ont tendance à croître de manière exponentielle, mais en même temps, on a les bactériophages qui vont les tuer, donc ça équilibre un peu les écosystèmes. C'est juste d'autres photos de bactériophages, parce que je trouve ça toujours fascinant et j'aime bien en montrer. Mais là, vous voyez du coup, une bactérie Escherichia coli là, qui s'est fait attaquer par des bactériophages qui ont injecté leur ADN dans la bactérie. Ils ont ensuite produit d'autres bactériophages et ont explosé la bactérie. Et vous voyez là, la bactérie en train de relâcher des centaines de nouveaux bactériophages. Donc en fait, vous voyez, c'est vraiment rigolo, hein, ça ressemble un peu à un module lunaire comme ça, mais on a vraiment un système de seringues, en fait. La tête ici est remplie d'ADN, et le bactériophage va être capable d'injecter le contenu de la tête en ADN dans la bactérie, vraiment avec un mécanisme qui ressemble à une seringue. Donc, ce que nous avons tenté de faire, c'est d'utiliser ces systèmes d'injection très performants pour aller injecter dans les bactéries des systèmes CRISPR qu'on va pouvoir programmer pour cibler spécifiquement, notamment des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc ici, vous voyez une preuve de concept contre la bactérie Staphylococcus aureus. On a injecté Cas9 et puis un ARN guide qui va cibler ce gène APH, qui est un gène de résistance à la kanamycine. Et vous voyez ici ce qui se passe là, c'est des tapis de bactéries sur des boîtes de pétri. On va déposer une goutte de notre préparation de phage CRISPR et on va être capable d'aller tuer spécifiquement les bactéries uniquement si elles portent le gène de résistance et pas si elles ne portent pas le gène de résistance. Donc vous pouvez demander quel est l'intérêt d'être aussi spécifique, d'aller éliminer uniquement les bactéries résistantes. Et l'idée, c'est qu'en fait, dans bien des cas, les maladies, les bactéries qui causent des infections, c'est des pathogènes opportunistiques et qui sont souvent d'abord des bactéries commensales que quasiment tout le monde porte et qui peuvent, en acquérant certains gènes, certains facteurs de virulence, devenir virulents. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tous les éliminer. Par exemple, Escherichia coli est une bactérie potentiellement dangereuse qui va causer des morts de temps en temps, mais nous sommes tous porteurs d'Escherichia coli et c'est une bonne bactérie pour nous. C'est aussi le cas de pneumocoques, de staphylocoques, etc. Donc en fait, on va se retrouver, on est colonisé en permanence par des populations mixtes de bactéries de la même espèce, dont certaines sont dangereuses et d'autres ne sont pas dangereuses. L'idée là, ça va être, est-ce qu'on est capable d'éliminer uniquement les dangereuses, uniquement par exemple celles qui vont porter un gène de résistance à un antibiotique? Et donc pour montrer l'intérêt de cette approche, on a fait ces expériences en fait assez simples. On fait une co-culture dans des tubes à essai entre des staphylocoques résistants à la kanamycine ou sensibles à la kanamycine. Là, ce que vous voyez, c'est l'expérience contrôle, un petit problème d'affichage, mais où on va suivre en fait cette population. On suit à la fois les bactéries résistantes et les bactéries sensibles dans la population. On a marqué en fait avec un marqueur fluorescent les résistantes. Du coup, ça nous permet de les suivre. C'est la courbe en pointillé. Et la courbe pleine, ça représente l'ensemble des bactéries. C'est la densité optique de la culture. Donc ici, on a la moitié de la population qui est cette population résistante aux antibiotiques. Donc, ce qui se passe si on va faire un traitement contrôle, on va dire, avec de la kanamycine, donc on tue les sensibles, et là, l'ensemble de la population devient donc, cette population fluorescente. Si on va traiter, on va dire, si on fait un meilleur choix d'antibiotiques, dont aucune des bactéries ici, auquel aucune des bactéries n'est résistante, comme la streptomycine, ce qui va se passer, c'est qu'on va tuer ces deux populations de bactéries de la même manière, mais au bout d'un moment, en fait, il va y avoir des résistances qui vont émerger. L'antibiotique va sélectionner l'apparition de résistances. Et donc on se retrouve avec des bactéries résistantes qui vont pousser et qui proviennent de ces populations, résistantes ou non à la kanamycine. Et donc au final, on a toujours la moitié de la population résistante à la kanamycine. Maintenant, si on traite avec un système CRISPR qui va cibler le gène de résistance à la kanamycine, donc c'est ces courbes violettes, vous voyez qu'en fait ici on ne récupère pas de signal de fluorescence de ces bactéries résistantes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a éliminées, on va dire, à 99%. Et pendant qu'on les éliminait, elles, et ben les autres bactéries qui étaient sensibles, on ne les a pas touchées, donc elles ont pu pousser tranquillement dans la culture. C'est cette courbe pleine que vous voyez ici. Et donc elles ont utilisé les nutriments, elles occupent la niche dans la culture et elles empêchent
les quelques-unes qui auraient pu résister au traitement ici de revenir. Donc ça permet, dans ce genre de situation, on peut bénéficier de la compétition qui existe entre bactéries. On va pouvoir éliminer spécifiquement des bactéries résistantes. Philippe vous a aussi parlé du fait que les gènes de résistance et les gènes de virulence sont très souvent portés par des éléments mobiles, dont des plasmides. C'est également le cas chez les staphylocoques dorés. Et notamment, on a travaillé avec une bactérie, un staphylocoque doré résistant à la méthicilline, qui porte deux plasmides, ce PUSA1, PUSA2. Et il se trouve que ce PUSA2 porte également un gène de résistance à la tétracycline, qui est un autre antibiotique. Et on s'est intéressé à ce qui se passe si on va programmer le système CRISPR pour cibler des gènes qui ne sont cette fois pas dans le chromosome, mais sur les plasmides. Et bien dans ce cas-là, on ne tue pas la bactérie parce qu'on ne coupe pas son chromosome, mais on va être capable d'éliminer les plasmides qui portent ces résistances de manière très efficace. Et donc le résultat va être qu'on va resensibiliser une population qui était résistante à l'antibiotique, on peut la resensibiliser à l'utilisation de l'antibiotique si le gène de résistance a été éliminé. Donc on a été jusqu'à montrer ça sur des modèles de colonisation de la peau de souris avec des staphylocoques dorés pour montrer qu'on est capable d'aller éliminer spécifiquement des bactéries résistantes, réduire la colonisation de bactéries résistantes sur la peau de souris. C'est des travaux qui maintenant sont poursuivis par Eligo Biosciences, qui est une start-up que j'ai cofondée, donc voilà, aussi, comme déclaration de lien d'intérêt. Donc je suis aussi actionnaire de la start-up et donc ils poussent ces approches. Eligo, en fait, en latin, ça veut dire choisir. Donc c'est l'idée d'avoir une nouvelle catégorie d'antibiotiques sélectifs, d'où aussi vient le mot qu'on a inventé d'éligobiotique. Voilà, pour finir, je voulais vous parler d'autres approches extrêmement prometteuses de ces systèmes CRISPR dans le domaine des maladies infectieuses et notamment pas mal d'études récentes qui sortent sur leur utilisation en diagnostic. C'est aussi quelque chose dont Philippe a parlé. La meilleure manière d'éviter les résistances aux antibiotiques, c'est de ne pas les utiliser quand ils ne sont pas nécessaires. Et vous savez que les antibiotiques, ce n'est pas automatique, notamment toutes les infections virales. Ça ne sert absolument à rien d'utiliser des antibiotiques. Le problème, c'est que vous allez chez votre médecin avec votre enfant qui a une otite qui lui fait très mal, il y a une petite chance que ce soit bactérien et vous êtes inquiet et vous demandez des antibiotiques. Le médecin donne des antibiotiques assez facilement. Et on a de fortes utilisations d'antibiotiques en France, comme l'a montré Philippe. Si on était capable, si le médecin avait les outils pour, en quelques minutes, dire c'est bactérien, c'est viral, on éviterait ce genre de situation et ça diminuerait de manière drastique l'utilisation des antibiotiques. Donc c'est extrêmement important d'avoir ce type de diagnostic. Et il y a des progrès très intéressants récents qui utilisent des systèmes CRISPR et qui utilisent notamment pas celui dont je vous ai parlé jusqu'à présent, qui est ce système de type 2A là, avec Cas9, mais notamment qui utilise d'autres de ces systèmes. En particulier, un système qui a cette protéine Cas12 et un système qui a cette protéine Cas13. Je vais parler plus spécifiquement ici de Cas13, mais les deux ici sont assez intéressants et ils ont en commun ces deux systèmes que lorsqu'ils vont trouver leur cible, ils vont déclencher une activité nucléase non spécifique. C'est-à-dire qu'ils vont aller se mettre à couper un peu tout ce qu'il y a autour d'eux. Cas12 coupe l'ADN, Cas13, lui, coupe l'ARN. Donc c'est des cibles moléculaires un petit peu différentes. Mais les stratégies sont un peu similaires. Et là, j'ai aussi une petite vidéo qui les explique assez bien, que j'ai empruntée au Broad Institute, où un grand nombre de ces recherches ont été faites. Donc l'idée, c'est que quand on a un échantillon de patients avec des ARN dedans, donc potentiellement des ARN viraux, on va mélanger l'échantillon du patient avec des petites molécules rapportrices que vous voyez ici comme deux blobs reliés par un petit ARN. Ça, c'est Cas13 que vous voyez, qui est programmé avec un ARN guide, qui va être programmé pour cibler spécifiquement
un ARN viral, par exemple, qu'on veut détecter. Donc, par exemple, je sais pas, un ARN d'Ebola ou de Zika. Lorsque l'ARN est identifié, cette activité non spécifique ici est déclenchée, va se mettre à dégrader tous les ARN présents dans l'échantillon, y compris ce petit ARN rapporteur qui a été rajouté et qui va séparer ces deux molécules. Et le fait que ces deux blobs qu'on voyait, ces deux molécules sont séparées, on peut le détecter ensuite, notamment simplement sur une bandelette de papier avec un système de flux latéral. Ce qui permet, en fait, vous pouvez voir ça vraiment comme un test génétique qui devient quasi aussi facile qu'un test de grossesse. Donc c'est quelque chose qui est très prometteur. C'est un test génétique extrêmement précis qui permet de différencier même une cible en fonction de même mutations ponctuelles qu'il y aurait dedans. Ça a été développé avec en tête, tout d'abord, par exemple, de faire du diagnostic rapide pour Ebola, Zika et ce type de maladies émergentes, mais c'est tout à fait utilisable pour faire du diagnostic de gènes de résistance aux antibiotiques, par exemple, ou de mutations de résistance aux antibiotiques. On peut même imaginer d'autres applications pour notamment détecter des mutations responsables de cancer ou d'autres choses. Donc, c'est des progrès qu'il faut garder à l'œil. C'est des choses qui restent très récentes. Ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir acheter en pharmacie demain, mais on peut quand même s'attendre à ce que ça vienne relativement vite. Voilà, ça c'était juste pour vous reprendre un petit peu des figures du papier qui décrit ce système. On a Cas13 ici avec là ce petit rapporteur. On va avoir deux molécules reliées par un petit ARN et ce petit ARN va être clivé lorsque Cas13 trouve sa cible et on peut ensuite détecter ce rapporteur quand il a été clivé par ces petites bandelettes de papier. Et c'est des tests extrêmement sensibles. Donc ces tests, il y a d'autres tests basés aussi sur CRISPR qui commencent à sortir et qui ont été imaginés. Notamment ces tests, il y a tout un travail extrêmement intéressant qui a été fait sur comment est-ce qu'on peut contrôler la propriété d'hydrogène avec ces systèmes CRISPR, avec aussi des applications diagnostiques, potentiellement aussi avec des applications thérapeutiques, mais tout d'abord en diagnostic. Et il y a même des chercheurs qui s'intéressent à attacher directement certaines de ces protéines Cas, dont Cas9, sur des puces de graphène, et ce qui permettrait de détecter un signal électrique si la protéine Cas9 s'est attachée à sa cible. Donc là encore, on parle potentiellement de diagnostic en l'espace de juste quelques minutes et d'avoir des tests génétiques qui marcheraient en quelques minutes. Donc voilà, avec, comme je le disais tout à l'heure, toutes les implications que ça pourrait avoir pour une utilisation plus intelligente des antibiotiques. Voilà, avec ça, je vais remercier mon équipe à l'Institut Pasteur et puis je remercie beaucoup Philippe pour l'opportunité de venir présenter ses travaux ici et merci à vous pour votre attention.